Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast En vrai de vrai, le podcast qui parle de tout sans langue de bois. Je suis accompagné du cofondateur de la chaîne et de la production En vrai de vrai production, mon gars Fred. Ça va ou quoi? Ça va quoi mon gars, tranquille ou Ça quoi? va tranquille hein. Ah bah écoute, on est là. Moi c'est Fred, je suis connu sous le nom de Le Concepteur sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un tour sur ma chaîne Le Concepteur, vous allez découvrir tout mon univers, plus axé sur le business et vraiment sur la détente, la découverte de soi. Et moi c'est Rems, donc ami de Fred depuis quelques années maintenant. Ouais, pas mal. Aujourd'hui on vous présente un nouveau concept qui on espère va vous plaire et on va parler voilà de tout et n'importe quoi et je vous laisse avec Fred qui va vous expliquer un peu plus en détail. Alors, je fais un petit disclaimer avant qu'on commence parce que, bon, en aucun cas, on est des experts sur les sujets qu'on va traiter, analyser, même discuter. On est juste deux potes. On va donner un avis vraiment en tant que fan, consommateur. Bref, prends ta bière, ton soda et c'est parti. Allez, let's go. Bon, alors, pour ceux qui nous ont suivis vraiment dès le début, on va vraiment parler de l'évolution du rap au fil des années. Tu vois. Et d'ailleurs, comme moi, t'es un grand consommateur de rap. Gros consommateur, rap, hip-hop, plus US que français, mais on peut parler du rap français quand même parce que c'est chez nous et puis parce qu'on le consomme quand même. Et pour toi, alors, moi j'ai déjà une question. Je vais commencer par une question très très simple. C'est comment le rap a changé depuis ses origines, dans sa musique, ses textes et ses thèmes. Pour toi. Bah déjà, je pense que les origines du rap des années 80, c'est clairement pas le même rap que nous on a pu consommer au début des années 2000. C'est pas le même rap que les jeunes de maintenant en 2024 consomment. Ça évolue. On va parler de rap commercial, on va parler de rap engagé pour certains artistes. On peut retrouver peut-être des thèmes qui existaient déjà dans les années 80. Oui, il y a beaucoup de samples d'ailleurs quand tu regardes bien. Il y a beaucoup de reprises d'anciens sons, d'anciens tubes que les gens ne connaissent pas le son originel, et qu'ils le retrouvent voilà au goût du jour dans les années 2023, 2024. Et ça va continuer comme ça encore longtemps. Ah bah il y en a beaucoup. Là par exemple, moi tu sais, je vais penser à un son que j'ai écouté dernièrement. C'était alors si je me trompe pas, c'est The Weeknd, Puff Daddy et c'était qui l'autre? Je sais plus. Bref, c'est un son qui vient de sortir dernièrement et puis c'est un son que j'ai écouté quand j'étais au collège. Et là, c'est là que tu vois justement le rap, on sait pas si il évolue ou il rétrograde. Bien sûr, c'est comme là récemment un artiste qui explosait depuis 2-3 ans, Burna Boy. Ah oui. Le son qui reprend un sample très connu du groupe TLC, qui est un groupe de meufs des années 90. Ça n'a pas été ultra médiatisé en Europe et dans le monde entier, mais aux États-Unis, pour ceux qui suivent ce genre de culture, c'est un groupe qui est mythique. Hein. Et le sample est, alors pareil, j'ai pas le titre en tête de la chanson de TLC, mais le sample a été repris et ça a fait un carton. On est d'accord qu'il y a un côté nostalgique pour nous. Il y a un côté nostalgique, bien sûr. Après, t'as aussi, je pensais aussi à Central C, qui avait repris, qui a samplé le son de Ivy. Et franchement, moi, j'ai du respect pour lui. J'ai du respect pour lui parce que franchement, ce qu'il a fait, c'est propre. Bon, après, on va pas se mentir, le côté un peu nostalgique fait que nous, on est un peu réticents sur le côté en se disant, il touche à nos classiques, etc. C'est toujours dur de toucher à nos classiques, quoi. C'est dur de toucher aux classiques, mais voilà, on a un artiste britannique, Central C, qui a repris un son d'une rappeuse américaine qui était au final une des pionnières dans la matière, parce que des rappeuses, il y en a, mais avant Nicki Minaj, avant Cardi B, avant ces filles-là, t'en avais pas des masses, t'avais, je crois, comment ça s'appelle, Dabrat, et encore, voilà, elle est connue aux États-Unis, t'as Lil Kim qui est connue, mais parce que, voilà, Notorious Big, P. Diddy et compagnie, elle était bien entourée, voilà, il a repris un sample et il en a fait quelque chose, il en a fait presque une masterclass. Presque, c'est une masterclass. C'est une masterclass. À l'inverse, alors, comme on l'a précisé au début du podcast, on donne notre avis. Ça n'engage que nous. L'avis de Fred, c'est son avis. Le mien, c'est le mien. On sera pas forcément d'accord tout au long des podcasts, mais c'est pour ça qu'on le fait aussi. Moi, je vais prendre l'exemple de Jul ou de Booba qui ont repris Barbie Girl. Oui. C'est l'image qu'on pourra avoir du rap français. Les Américains, les Britanniques, les Anglo-Saxons vont reprendre des samples que nous, on estime des classiques. Ouais. Parce que moi, je vois pour mon grand frère, par exemple, qui écoutait ces sons-là quand j'étais petit, qui, voilà, reviennent au goût du jour dans les années 2020 et plus. Bon, en France, la référence, c'est quoi? C'est Barbie Girl. Bon, après... c'est vrai qu'en France, on est très Barbie Girl, mais bon, on sait pas pourquoi. Parce qu'en même temps, quand tu regardes bien Barbie Girl, excuse-moi, ça a cartonné de fou. Et pourtant, c'est pas du rap en soi. Mais c'est du son qu'on écoutait, on avait quoi, 6, 8 ans? Oui.
Ah oui, facile. À peu près, hein. Facile dans ces eaux. C'était l'époque de... Ah, la claque que tu viens de me mettre. C'était quoi? M6, non, c'était quoi? Hit Machine? Hit Avec Machine. Charlie et Lulu. Fan 2. Voilà, c'est... Ouais, Virginie Efira, hein. Ah oui, oui. Ah, nous, on l'a connu jeune, les gars. Vous pensez à elle. Bisous à elle. Et donc, pour toi, tu penses que le rap qui a bien évolué? Enfin, depuis que t'écoutes le premier rap, pour toi, est-ce qu'il a bien évolué? Je me souviens... Après, moi, je te donne mon avis, hein, je te dis tout de suite. Pour moi, il a bien évolué, mais il a trop évolué. Dans le sens où maintenant c'est tellement mainstream que tout le monde peut amener, enfin ça a un côté positif où tu peux amener ton univers, ça c'est bien, c'est nickel. Mais par contre, c'est un petit côté un peu trop élargi parce que il y a plusieurs thèmes et en fait maintenant tu sais plus où tu vas. Bah tu sais plus où tu vas et puis des artistes qui étaient des vrais rappeurs. Alors encore une fois, je vais peut-être faire plus là pour le coup une petite référence au rap français avec Soprano. Soprano à l'époque psychiatre de la rime, c'était un vrai rappeur et il kickait fort, hein. Gims avec la section d'assaut qui kickait très fort, qui commençait à mettre un peu de mélodie comme si c'était un chanteur. Maintenant, c'est le genre d'artiste, personnellement, je les considère plus comme des rappeurs. Ils savent rapper encore, ça j'en ai aucun doute, mais ça s'est élargi, ils rentrent encore dans une catégorie de rappeurs pour certains. Il y a qu'à voir dans les récompenses de musique en fin d'année, les Energy Music Awards, toutes ces conneries là où bah ils sont classés dans les artistes français. Ils sont plus dans les catégories rappeurs, c'est artiste français de l'année, artiste masculin de l'année. C'est devenu un peu plus... ça rapporte plus. Ça rapporte plus. Ils auraient tort de pas le faire et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, je pense. Mais il y a des artistes, malgré tout, par exemple, Booba, qui est resté un vrai rappeur. Alors bon, il est... Alors, je suis obligé de défendre Booba parce que Booba, je suis désolé, il fait partie pour moi de ces rappeurs ils ont toujours eu un coup d'avance sur tout le monde. On a un exemple tout con. L'album 09, pour moi, un très bon album. Et ben, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était un très mauvais album. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, toutes les personnes qui ont, entre parenthèses, critiqué cet album-là, ils font à peu près presque tous la même chose. Par exemple, je pense à un son pourvu qu'elle-même. Je suis désolé. Alors, je ne tire pas sur ton phone. Voilà. J'ai pas le temps de parler. Qu'est-ce qu'elle est bonne, elle. Eh ben, tu vois déjà avec ce son-là, je suis désolé. Pour moi, c'est un style de Nino de maintenant. Ouais, ça pourrait. Le niveau à quel point le mec, il était loin. Ça pourrait. Mais à l'époque, pourquoi 09 il était considéré comme un album très moyen? C'est parce que Rof à côté avec La Cuenta, il avait mis la barre très très haute. La barre était violente. Non, je dis 09, non, c'est même pas La Cuenta, c'était le code de l'horreur. C'était le code de l'horreur. Ah oui, parce avec que La Cuenta, c'est pas le même. Ouais, non, c'est pas la même. Non, c'était Rof avait mis la barre très très haute et c'était incroyable. Après, quand t'as l'album de Rof qui vient et puis toi t'essaies d'apporter un nouveau style, c'est sûr que le mec il te détrône. Enfin, il te détrône. Non, c'est pas bon. Ah, bien sûr. Il met une claque à ton album. Alors, par contre, je juste un petit aparté vite fait. On parle de Rof et Booba. On part du principe où vous connaissez le passif entre les deux rappeurs. Ouais. On va pas perdre du temps à vous expliquer qui a fait quoi, pourquoi, comment. Tout le monde sait ce qui se passe parce que tout le monde suit Booba. Ouais. Tout le monde sait qui se fait insulter par Booba. Oui, non. Team Rof quand même malgré tout. Mais faut respecter Booba pour sa carrière et Team voilà. Booba. Je suis désolé, je suis rapide moi dans l'âme. Ouais, non, mais il faut avoir un peu de pitié pour les potes des fois de temps en temps quand même. Faut pas lui en vouloir. Ça clash comme ça clash, ok, d'accord. Faut pas en vouloir. Non, je suis désolé, Booba a beaucoup plus apporté dans le rap que n'importe quel artiste. On va pas se mentir. Et je parle juste au niveau du rap français, parce qu'après, dans le rap américain, 50 Cent. Ah bah oui. 50 Cent a apporté un truc, même si Kanye West est arrivé et puis il lui a mis une petite calotte, mais en soi, en restant, peut-être que Kanye West, justement, il incarne ce qu'on disait là. Ce qu'on disait, voilà. Les premières, entre guillemets, déviances pour le coup, du hip-hop américain. Où Kanye West, il a apporté cette chose où on se dit, merde, le gars, il sait rapper, il sait kicker, il peut faire mal dans ce qu'il dit, mais les mélodies sont, on dirait pas du hip-hop, on dirait pas du rap, mais on n'arrive pas vraiment à le classer parce que voilà, il a apporté quelque chose de nouveau. 50 Cent, il a peut-être relancé le gangsta rap au final, le côté ghetto, le côté street qui lui colle à merveille. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Et Kanye West, il a apporté cette image de peut-être au final je veux pas dire de rappeur des coins chics, mais un peu. Enfin, côté chic, oui et non, mais c'est plus le côté, pour moi, c'était un peu un rap bon chic, bon genre, tu vois. C'était vraiment ce côté où le mec, tu disais, il voulait plaire, par exemple, je dis une connerie, mais au gars des Champs-Élysées, par exemple, tu vois. Oui. Et puis c'est bien qu'il a apporté vraiment un autre univers, mais de l'autre, ça casse un peu le côté un peu
revendicateur du rap, tu vois, de l'époque. Oui. Parce que le côté où tu racontais ta vie dans la rue, où tu faisais vraiment de la merde, enfin, il y avait vraiment que de la merde, c'est sûr que ça change. C'est compliqué de le classer avec des rappeurs comme comme 50, comme Eminem, comme Dr. Dre, comme Snoop. Voilà. On va le coller, par exemple, on peut très bien l'associer, et ils ont travaillé ensemble, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises, avec avec Pharrell Williams, faire des sons plus mélodieux avec T-Pain, qui passe super bien. Kanye West, il a été bon dans l'apport des sons un peu électro, le featuring avec les Daft Punk notamment, qui a été un carton incroyable. L'exemple de reprise de sample au final, parce que c'est la reprise d'un son des Daft Punk, très connu. Voilà, il a apporté ce genre de choses que d'autres rappeurs soit n'ont pas fait, soit ont essayé de le faire et beaucoup moins bien. Et il y a des rappeurs qui sont restés vraiment dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du rap un peu thug, un peu ghetto, un peu au contraire un peu léger. Je vois ce que tu veux dire. Enfin bref, moi en fait là ce que tu me dis justement, ça me permet de vraiment rebondir sur ma prochaine question, c'est le rap comme moyen d'expression. Par exemple, pour toi, est-ce que le rap a joué un rôle dans la société, genre sur la sensibilisation? Oui, ça y a joué, et on va parler d'un mouvement qui a fait le tour du monde, et je pense que ça continue de faire le tour du monde, le Black Lives Matter. Ah oui. Voilà, cette histoire, et encore on parle d'une histoire récente. Ah oui, mais après on parle d'une histoire récente. Il y a énormément de rappeurs qui ont fait des références à Martin Luther King. Je parle alors je t'interromps, par exemple, là tu fais vraiment penser à Public Enemy, tu te rappelles? Ouais. Eux, ils avaient vraiment une revendication de ouf, même avec le Wu-Tang. NWA, et Fuck the Police. C'était eux, ils ont été boycottés même sur des concerts, même, et eux c'est carrément le FBI qui se déplaçait pour eux. Donc oui. C'est vrai. Mais quelque part, c'est ouf parce qu'on en parle, mais ça me rappelle tout ça. Mais oui, mais c'est synonyme que les rappeurs déjà à cette époque, donc fin des années 80, début 90, avaient déjà un public qui les suivait de ouf, en masse, et on se rend pas compte parce que maintenant on a l'habitude, on parle de vente en stream, on parle de vente en vue sur YouTube, en tout ça. Il y a des vrais rappeurs, et là pour l'instant on a parlé de rappeurs qui ont vendu du physique, du CD physique. Et quand ils vendaient 400 000, 600 000, 1 million d'albums, on parle d'1 million de CD. 1 million de boîtiers qui vont avec. Donc les mecs étaient suivis. Il y avait pas Internet. Il y avait pas YouTube. Il y avait pas un réseau aussi développé. Il y avait pas Facebook, Instagram, Snap, Twitter. Il y avait rien. Il y avait pas Skyblog. Il y avait pas MSN. Dédicace à MSN, les gars. Remettez-nous MSN. Remettez-nous les Wiz. Ah, les Wiz. Remettez-nous ces putains de Wiz de mort, là. C'était la meilleure chose. C'était tellement bon. Bon, bref, on va éviter de s'écarter du sujet. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est comme, tu vois, je reviens sur le rap français parce que bon, on est en train de faire un voyage entre les États-Unis puis la France, mais bon, je vais te donner un exemple à l'époque de Booba. Alors, je suis désolé, je reviens sur Booba. Le droit. Voilà. Mais quand tu regardes Booba, Rof, même La Fouine, non, quoique La Fouine, non, je peux pas trop le mettre dedans parce qu'il est arrivé un peu plus tard. Mais quand tu prends Rof et Booba, à l'époque, quand ils ont commencé dans le milieu du rap, c'était ouf comment ils vendaient. Ah oui. C'était ouf. Oui, c'était des scoreurs incroyables, C'était NTM, IAM, tu vois, tous ces groupes-là. C'était ouf comment ils vendaient. Et c'est des gars, voilà, mais parce qu'à l'époque, le seul moyen de pouvoir écouter leur musique, c'était d'acheter les albums, parce que les radios, on va parler, on va citer 3 concurrents, parce que sinon on risque de nous dire ouais, vous faites la promo du machin. Skyrock, Sun Radio, et dans une moindre mesure Énergie peut-être. Et encore, moi je me rappelle de Skyrock, ça passait pas sur Auxerre. Il fallait que j'attende d'être à Dijon pour capter Skyrock, que mon grand frère me mette Skyrock, parce que j'avais 7-8 ans, c'est mon grand frère qui mettait Skyrock, et je te parle d'une époque, c'était 80... voilà, c'est ça, dédicace à Big Flo et Oli, bien sûr. Mais non, mais voilà, je te parle d'une époque avant 98. Oui, messieurs, dames, moi j'ai vu le doublé de Zizou en finale. Je l'ai vu, j'étais là, messieurs, dames. Je l'ai vu aussi, Je tiens à préciser que je l'ai vu aussi. Peut-être un public plus fidèle, du coup, que maintenant. Maintenant, je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans le podcast, où on va parler des consommateurs de musique, comment ils sont maintenant, qui sont-ils, et... c'est bien, parce que là, j'ai l'impression que tu finis tes phrases pour que je puisse rebondir à ma prochaine question. C'est fou, on n'est pas frérot pour rien quand même, C'est clair, c'est du Balzac. Mais en fait, justement, je voulais rebondir sur ta dernière parole. C'est justement au niveau du rap. À ton avis, à quel moment le rap est devenu lucratif? À quel moment il est devenu lucratif?
et après les conséquences du fait que ça soit devenu lucratif. Je pense déjà le fait qu'ils arrivent à tirer déjà, voilà, à gagner de l'argent. Encore une fois, si on prend les origines du rap, c'était des jeunes qui étaient dans des quartiers, dans des ghettos plus ou moins dangereux. Probablement, alors je dis bien probablement parce que on n'y était pas, on n'était même pas nés, mais c'était probablement difficile de gagner de l'argent légalement, de travailler, et du coup voilà, ça a été, je pense que quand ils ont commencé à voir que il y avait cette ampleur. Moi je garde l'exemple d'NWA parce que ça a été vraiment incroyable. Et puis dans la foulée, des groupes comme le Wu-Tang et compagnie, voilà, ils ont d'abord conquis un quartier de chez eux. Déjà conquérir un quartier, c'est déjà chaud. C'est déjà énorme, parce qu'eux, en même temps, ils ont connu ce que c'était que la vraie, le vrai thug life, quoi. Eux, c'était voilà des vraies bagarres, des armes, et donc pour eux, voilà, c'était un moyen de gagner de l'argent, peut-être légalement quelque part, d'éviter les embrouilles. Ouais, totalement. Mais tu vois, moi une question que je me pose à chaque fois, c'est à l'époque le rap, c'était pas lucratif comme maintenant. Là maintenant, tu vois des mecs qui se font des millions et des millions. Au tout début du rap, ça rapportait pas énorme. Comment tu pouvais vivre du rap et te dire je vais faire ça? Parce que le départ, je pense que c'était le moyen de jeunes de quartier de promouvoir ta voix, de promouvoir tes idées, les choses que tu veux défendre, au contraire les choses que tu voudrais contrer. C'était un moyen d'expression au départ. On parlait pas d'argent, on parlait pas de chaîne en diamant, de montre à $300 000, on parlait pas de Lamborghini, etc. Et je pense que quand le rap a commencé à devenir un vrai business, à être vraiment médiatisé, et que certains groupes, certains rappeurs ont commencé à exposer à la mode des bling bling, les chaînes en diamant, les chaînes en or. Quand tu regardes bien, ça a toujours été, parce que par exemple, je repense aux rappeurs des années 80-90 où la culture de la chaîne en or, les grosses chaînes de Flavor Flav avec sa grosse pendule, sa race là. Déjà rien que ça, pour moi c'était déjà tu montrais que tu réussissais. Par exemple, je regarde Run DMC. Quand je pense à les grosses chaînes tressées or là. Tu vois, déjà à ce moment-là, il y avait déjà cette culture de montrer ses chaînes. Mais avant, il y avait le côté aussi de montrer ses chaussures. Par exemple avec Air Force, avec celui qui avait des Air Force blanches toutes propres, toutes neuves, c'était le gars en place. C'était les gangsters, c'était le gangster. C'était les vrais thugs, c'était des vrais gangsters, et c'était aussi la manière de dire les gars, j'ai ça au pied, vous mettez du respect sur moi parce que c'était le moyen de dire je pèse dans le game en fait, tout simplement. Mais totalement. Et c'est ça moi où je me suis dit, je pense qu'il y a que ce moment-là où les gars ils se disent vas-y, je me lance dans le rap parce que si eux ils peuvent le faire, moi je peux le faire. C'est oui. Mais après voilà, si on parle du rap de maintenant, combien de rappeurs sont devenus des one hit man. Les gars, ils ont fait un titre mais qui a cartonné de fou furieux. Je vais te donner un exemple qui est assez récent. Merci voilà. Silento, le titre Watch Me a été et il est incroyable le son. Et il te fait bouger des gamins de 8 ans à des gars comme nous qui avons la trentaine, faut l'assumer. Le son, il est multigénérationnel et sur un laps de temps à la base qui est censé être très court, mais le son, tu le remets maintenant en soirée, il passe toujours. Il passe toujours d'ailleurs en boîte, mais tu le mets en boîte, tu le mets dans un club, tu le mets. Les gens ils vont quand même s'ambiancer dessus. Exactement. Même des plus jeunes, même des gars comme nous, même les plus vieux. Même les plus vieux, oui, il y a des gens peut-être plus vieux que nous encore qui pourraient s'ambiancer dessus, mais. Après, tu sais, pour moi ce côté lucratif, ça amène un petit côté sombre dans le sens où maintenant il y a plus vraiment de but dans le rap, tu vois. Maintenant les gens, j'ai l'impression que tous les rappeurs qui se lancent, c'est pour faire de la thune. C'est une bonne chose. Je dis pas le contraire, c'est une très bonne chose de faire de la thune. Mais il y a plus le côté où, en même temps, tu me diras, il y a plus vraiment il y a des phénomènes pour revendiquer, mais il y a plus autant cet engouement de revendiquer à travers le rap qu'à l'époque. Oui, après, alors peut-être qu'il y a aussi une génération de rappeurs qu'on connaît pas parce qu'on s'y intéresse pas plus que ça. Je pense que pour nous, dans l'absolu, s'il y a bien deux rappeurs qui ont ce côté revendicateur, ça va être J. Cole et Kendrick Lamar. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Qui ont fait quand même, qui ont véhiculé des bonnes choses et qui, entre guillemets, montrent l'exemple en disant, regardez les gars, on est des rappeurs en place, on est dans une hype qui dure depuis maintenant plusieurs années pour les deux artistes, et il y a pas de chaîne en diamant, pas de montre en diamant, on les voit pas tous les jours à poster des photos sur Insta ou autre avec
t'aimes ma nouvelle Bentley, Ouais. t'aimes ma nouvelle Lambo, les gars, on les voit pas vivre comme ça. Maintenant, tu vas voir, à l'inverse, tu as peut-être 70-80% de nouveaux rappeurs Ils font tout ça. qui ne revendiquent aucun message à part parler d'alcool, de drogue, de beach, voilà. Ouais, mais parce que je pense que c'est ce que veulent le public. Et donc je me dis, si le public veut ça, à un moment donné, il faut lui donner. Je peux comprendre, mais à ce moment-là, le rap a évolué vraiment dans le côté vraiment business. Et c'est un business, on va pas se mentir, ça reste un business, mais ça perd un peu de sa saveur sa saveur. Non, parce que j'aime bien le côté entertainment du rap. J'aime quand ça fait boum boum boum, j'aime quand ça tape. Oui. J'aime quand ça parle de meufs, ça parle de voitures. J'aime bien, ça y a pas de souci. Mais moi qui ai connu les débuts, presque les débuts du rap français, pour moi j'ai l'impression d'être un boomer en disant ça, mais j'ai l'impression que ça perd un peu de sa saveur, de la saveur du début. Ah, ça perd de sa saveur parce que t'avais aussi des voix qui étaient reconnaissables de loin, que tu retrouves un peu maintenant. Des gars comme Nino, comme Niska, comme Gazo. Gazo, tu reconnais sa voix, je pense, à l'autre bout de la planète, tu reconnais sa voix. Gazo, il commence à vraiment péter. Gazo est très fort. Il pète partout, ce mec. Gazo est très très fort. Moi, j'ai été très surpris. On pourrait parler un peu des différents types de rap, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France. Il a apporté quelque chose qu'on connaissait pas vraiment en France avec la drill. Et non, Gazo est très 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 fort. Justement, en parlant d'apporter une influence. Toi, au niveau du rap, comment pour toi il a influencé la culture populaire? Justement, notamment le cinéma, la télévision. Alors moi, alors, avant que tu répondes, moi je sais que parce que pour moi le moment où j'ai vu que le rap a commencé à vraiment exploser, alors exploser non c'est un grand mot, mais à vraiment être influençable, oui. C'est quand j'ai entendu des premiers beats à la télé. Genre à la télé, mais dans les chaînes d'information. Genre, par exemple, c'était Enquête exclusive. Tu te rappelles de ça, Enquête exclusive? Ouais. Et là, je regarde ça. Tu sais, il est tard, il est 2h du matin, tu regardes Enquête exclusive. Et là, t'entends t'entends boulouloubi. Et là, dans ta tête, tu fais, alors moi, c'était un 50 Cent que j'ai entendu à l'époque. C'était Disco Inferno, je m'en rappellerai toujours. Et je vois ça, j'écoute ça, je me dis, waouh. On y est, quoi. Des gens de maintenant diraient, ouais, j'ai percé. Ouais, t'as percé. Ouais. C'est vrai que, on voit maintenant de plus en plus de sons rap. Alors, pas trop ghetto encore, mais du son rap quand même, du son qui va être utilisé pour faire des génériques, pour lancer un reportage, comme tu dis, des trucs comme Enquête exclusive et compagnie. Pour peu que ça parle d'un thème qui va toucher des jeunes, même Enquête d'action, toutes ces conneries, ils sont capables de te mettre l'intro de bande organisée là, de Jul et compagnie. Ouais. Parce que le son il a été écouté des millions de fois. Et que forcément, sur YouTube, je crois qu'il est à plus de 150 millions, un truc comme ça. Ça, je crois, non? Même plus, moi, je sais même plus. C'est quasiment 500 millions de vues. Ah oui, donc j'y étais vraiment pas. T'étais vraiment loin, putain, t'es nul. T'es nul, mon gars. Ah, plus jamais. 500 millions. 499 millions et des bananes. Waouh! Je vais voir si je peux avoir le chiffre exact, je crois que normalement, je pourrais. 499 143 834 vues pour un bande organisé. Voilà. Bon, vous comprendrez que je ne vais pas chanter plus loin parce que c'est déjà la haine météo. On va pas la rajouter. On n'a rien contre les fans de Jul. On en a rien du tout. On a rien contre. Faut respecter l'artiste pour ce qu'il a fait. Voilà, on respecte l'artiste parce que il fait quand même par contre en freestyle, je kiffe Jul en freestyle parce qu'il est très très fort. Il a un flow de malade mental. Franchement, respect à lui. Bon, ce podcast, il est bientôt terminé, mais j'aurai 4 dernières questions à te poser. Et là, ça te concerne vraiment toi. Et moi aussi, parce que je répondrai aussi à ces questions. La première, c'est quel est le rap qui t'a le plus marqué et pourquoi? Le rap qui m'a le plus marqué, genre un son en particulier? Un son en particulier. Celui, tu te dis, il sera dans ma playlist, même à ma mort. Un son que j'écoute bien au moins une fois par semaine, genre au moins, et depuis des années, How We Do. The Game et 50 Cent. Ah, mais là, c'est pas pareil. Je le connais, le son, je le connais par cœur de chez Parker. Ouais. C'était, alors, faut savoir, à cette époque, 50 Cent, avec G-Unit, quand je vous dis une groupie, j'étais comme un gamin à Noël. On se rejoint là-dessus, moi aussi, j'étais une groupie, vraiment, j'étais comme, pour avoir des G-Unit. J'étais comme un acteur porno pendant une orgie, j'étais
j'étais fou, j'étais, mais moi, G-Unit, c'était toute ma vie, c'était incroyable. Pareil. Je pouvais simplement, je pouvais tuer pour avoir tu sais, la paire de G-Unit, là. Ah, les RB4 G-Unit, ouais, c'était incroyable, les vêtements, tout, c'était horrible à quel point. Ouais, c'était assez incroyable. Après, il y en a plusieurs. How We Do, c'est vraiment le son, je l'écoute, en vrai de vrai. Et pourquoi? Le nom du podcast, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Je l'écoute au moins une fois par semaine. Parce que 50 Cent, qui a commencé vraiment on va dire, à produire autre que ses potes. Autre que Lloyd Banks, que Young Buck, que Tony Ayo, qui était en prison à ce moment-là, qui avait pas encore son album de sortie, mais qui était déjà en train de travailler dessus. The Game, c'est c'était, le premier membre, entre guillemets, à part Young Buck, peut-être le premier membre, vraiment extérieur à arriver chez G-Unit. Et si vous regardez bien les clips, il est dans Inda Club déjà. Il est figurant dans Inda Club. Il est figurant dans Inda Club. Et puis, il y a quand même Dr. Dre derrière. C'est l'image de New York et de Los Angeles qui travaillent ensemble. Voilà, tous ceux qui aimaient le hip-hop dans ces années-là savent qu'il y avait une énorme rivalité entre le rap East Coast et le rap West Coast. Tupac et Biggie, entre autres, hein, ça a été le plus gros conflit, voilà. Mais ouais, How We Do, c'était quand même le son que j'écoute vraiment régulièrement. Et je vais en caler un deuxième parce que je suis obligé, parce que je sais que tu vas en parler. Voilà, il me connaît, on se connaît, et nos amis nous connaissent et on les connaît. Et NT-Up de MOP. Ah ouais, NT-Up, NT-Up, effectivement, NT-Up. Eh ben, je vais te rejoindre sur ces sons-là, mais pour moi, le son, je sais qu'il restera toujours dans ma playlist, c'est If I Can de 50 Cent. Ah, If I Can, il est violent aussi, ce son-là, oh là. Mais c'est pareil, je sais pas je peux pas te dire pourquoi, mais ce son-là, il est... L'album complet, moi je m'en passe pas de cet album, je l'ai dans mon portable. Get Rich or Die Trying, c'est Many Men. C'est Inda Club, malgré tout, Inda Club, encore maintenant, il nous sauce le son, hein. PIMP, il nous sauce. Puis If I Can, le son Hit. Tu te souviens? Hit. Ah oui, Hit. L'instru, c'est des fusils à pompe. Quand tu écoutes bien l'instru, c'est quoi? C'est recharge de fusil à pompe, paf, ça tire, et encore même pas, ça tire pas tout le temps. C'est recharge de fusil à pompe, c'est 2-3 notes jouées comme si c'était joué sur un orgue d'une église. Et le son, il est violent de ouf, en fait. Bien sûr. Il est violent de ouf. Bien sûr. Et puis, à la fin, il nous a glissé des petites, le petit Xter avec, Wangsta, le son, Clash et Ja Rule, et puis voilà. Qui était déjà qui était avant tout ce qu'il a fait, d'ailleurs, 50 Cent. Mais ce son-là, c'est pareil, quoi. C'est peut-être le son qui l'a vraiment fait connaître, au moins à New York, déjà, au moins dans son quartier, dans tout ça. Ça a été, c'était monumental. L'album Get Rich or Die Trying, il est violent. Ouais, non, mais il est extraordinaire, ce son. Et bon, j'ai pas besoin je vais te poser quand même l'autre question, mais même si je sais que tu m'as donné en partie de la réponse, c'est ton courant de rap musical préféré. Alors, je vais en citer deux. Là, tu vois, parce que voilà, le style gangsta rap, alors qui ne colle absolument pas à la vie que j'ai eue, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, le gangsta rap quand même, parce que ça amène quelque chose, et tout à l'heure on parlait des influences, éventuellement on retrouve des sons pour des reportages télé, dans des films, on retrouve beaucoup de rappeurs devenir acteurs et qui s'en sortent très très bien. Et les sportifs l'utilisent beaucoup au final, les boxeurs, tous les combattants, tous les pratiquants de sport de combat qui rentrent sur des sons, ils rentrent sur des sons de rap, ils rentrent sur des sons un peu ghetto, un peu voilà, parce que ça les booste, parce que voilà, t'as l'impression de te sentir plus fort en écoutant certains sons qui sont assez violents, donc ne serait-ce qu'à l'oreille. Pour toi, ça a joué un rôle dans la société. Oui, bien sûr, ça joue un rôle dans la société, dans le sens où voilà, comme on le dit, on le retrouve partout, ça se démocratise quelque part. Bien sûr. Ça se démocratise, c'est démocratisé depuis longtemps. Parce qu'on le voit, je pense, c'était quel combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou, où quand tu regardais un peu, alors bon, pour celui qui suit, on va dire des pages un peu de hip-hop, de rap, de tout ça, notamment sur Facebook ou sur d'autres réseaux, les questions qui se posaient, c'était sur quel son Cyril Gane va rentrer, sur quel son Ngannou va rentrer, sur quel son Cédric Doumbé peut rentrer. Et c'est la preuve que du coup les gens ne s'intéressent même plus forcément quel est par exemple, je sais pas moi, mais quel est je sais même pas si ça existe dans les sports de combat, mais quel est le combo préféré par exemple de Cyril Gane, on va dire sur quel son il va arriver. Est-ce qu'il va arriver sur du Booba? Est-ce qu'il va arriver sur du Rof? Est-ce qu'il va arriver sur du Caris? Du coup, suite à ça, est-ce que ça va relancer le clash de...
ça a une influence incroyable dans la société de maintenant. Ça a une influence de fou furieux. On se rend pas compte. Et Booba l'avait déjà déclaré, si je dis pas de bêtises, par rapport à tout ce qui était victoire de la musique, etc., que le rap était encore sous-côté. Et c'est des paroles qu'il a eu, je crois, il y a 3 ou 4 ans, peut-être un poil là, plus. Il y a enfin, je sais plus si, là, je peux pas te dire si vraiment ils ont continué, mais il y avait la cérémonie des flammes. Oui. Et ben, pour moi, ça, c'était la cérémonie parfaite. Oui. Même si on est obligé, c'est triste de faire une cérémonie dédiée à ça, mais pour moi, ça reste quelque chose de magnifique d'avoir créé ça. C'est magnifique. Après, c'est dommage que ça arrive tard, entre guillemets. Et je dis tard dans le sens où, voilà, on est des trentenaires, j'ai 34 ans, commencez pas à me tailler sur mon âge, que je vous vois venir, là. Rigole pas, toi, avec tes 33 ans, l'âge du Christ, là, hein. Lâche-moi. L'âge du Christ, mon gars. Ou, non, mais effectivement, c'est comme là, les victoires de la musique, où, d'ailleurs, c'est Kriska, qui parle très bien du sujet, qui parle des victoires, Gazo et Vianney. Sous prétexte, pour pas dire, regardez, on fait un effort, on met le rap en avant aux victoires de la musique. Ok, c'est très bien. Avant, ils ont mis Orelsan. Ouais, non, mais pourquoi ça passe avec Orelsan? Et il faut en parler parce que c'est un sujet qui est réel, hein. C'est parce qu'il est blanc. C'est un excellent artiste, moi, Orelsan, je l'adore vraiment, j'adore ce qu'il fait, mais parce qu'il est blanc et parce que son rap, il est pas thug, il est pas ghetto. Exactement. Il est pas street, son rap à Orelsan. Il a apporté un nouveau truc, pareil, son délire à lui, ça vient de Normandie. Il a amené un truc incroyable. Alors, c'est quand même un peu paradoxal de donner une victoire au mec qui a eu des procès au cul pour misogynie, etc. Ouais, bien sûr. C'est quand même un peu paradoxal. Bon, bref, c'est pas ça le sujet, mais voilà, c'est juste pour dire, il y a un côté où on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi forcément lui, alors qu'il y a des artistes qui streament, qui vendent plus qu'eux. Par exemple, je pense qu'à l'époque, je crois, si je dis pas de bêtises, il y avait Damso qui vendait déjà, quand il avait reçu son truc. Oui, Damso qui avait cartonné, oui, bien sûr. À la limite, tu m'aurais dit Maître Gims, j'aurais dit, bon, allez, vas-y, pourquoi pas. C'est compréhensible, ça reste quand même un rappeur. Ou même Soprano, ça reste quand même un rappeur. Il y a quand même du rap dans ce qu'il fait. Mais là, mais ça dépend pourquoi il gagne sa victoire, du coup. Oui. Je veux dire, si tu gagnes, par exemple, peut-être un trophée pour la chanson de l'année, mais que la chanson, c'est... qu'est-ce qu'il a fait, Soprano, comme connerie, là, comme son un peu plus près des étoiles. Ouais, voilà, par exemple, un son comme ça, mec, t'as repris Jean-Jacques Goldman, t'es pas un rappeur, là. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'emmerderait qu'on dise, mais regardez, on met les rappeurs en avant. Oui, mais... Non, plus près des étoiles de Soprano, c'est pas du rap. Soyons honnêtes 2 secondes, Soprano, dans l'âme, reste un rappeur. Oui, mais il sait ce qu'on a dit au début. On le sait, eux ils le savent. On l'a dit au début du podcast. Ce sont des vrais rappeurs, des vrais kickers qui savent être violents. Et moi j'ai même un souvenir, un son de la Psychiatre. Peut-être que c'est une mixtape que t'as découvert à l'époque des mixtapes. On vous parlera un jour des mixtapes parce que c'était une époque incroyable dans le rap US. Ça, les mixtapes, c'était incroyable. C'est vrai. DJ Wookid, le DJ de G-Unit, qui avait fait une mixtape, la mixtape Evolution avec Cut Killer. Je te jure, on n'est pas censé être des experts, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que t'es expert de ouf. J'étais un élève moyen à l'école et il fallait que je m'occupe. Ah ouais, tu t'es très bien occupé. Et le son où, donc du coup, sur cet album, sur cette mixtape, il y a la Psychiatre qui pose et Soprano commence son couplet en anglais. Ah oui. Et ça, c'est incroyable. On arrivera à vous bidouiller un extrait, Fred arrivera à vous caler des morceaux, il va vous faire ça bien, vous faites-lui confiance, faites-nous confiance. Hello, Miss Gillo, my name is Soprano, I'm French rapper, the famous rapper. In the ghetto, you know I want you booty. Where you from? I come from Marseille City. Mais non, mais c'est vrai que pour dire voilà le rap a marqué la société et je pense que les hautes instances style gouvernement et compagnie, ça doit les emmerder malgré tout. Ça marque la société et pour eux ça marque pas en bien dans le sens où voilà récompenser Gazo, ok, très bien, il le mérite, hein, y a pas de problème. Mais si on doit vraiment prendre en compte beaucoup de critères dans la musique, Nino, il a gagné une victoire de la musique ou pas? Ah voilà. Ça je sais pas, j'ai fait une question. Voilà. On regarde, on vérifie les infos, messieurs dames. Nino déjà pour moi c'est le mec qui aurait dû gagner. Même Jul. Éventuellement même Jul, oui c'est vrai. Je crois qu'il en a gagné. Mais il aurait dû rafler beaucoup plus de prix que ça, tu vois. Ouais, il en a gagné un Nino, mais en 2023, voilà. Ouais, mais 2023. La première victoire de la musique qu'il a gagnée 2023. Ça faisait quoi 2023? Ça faisait quoi 6-7 ans déjà qu'il était là quand même. Sûr. On parlait de lui vraiment sérieusement. Et il vendait déjà de ouf.
Dernière question, et puis après le podcast se termine, et puis on passera à d'autres sujets dans les prochains épisodes. La dernière question, c'est comment tu vois le rap dans l'avenir? Je le vois pas bien le rap dans l'avenir, les gars. Tu vois, tu penses exactement la même chose que moi. Je le vois pas ouf, les gars, le rap. Non, je le vois pas ouf. Alors, c'est pas que je le vois pas ouf, le rap. C'est que, pour ma part, je sens que ça commence à me dépasser. Que les sujets ne me concernent plus vraiment. Il a 34 ans. Que, non, alors, si vraiment on va commencer là-dessus, quand ça sera en mode vidéo, les gars, je vous promets, vous allez rigoler fort. Vous allez rire très très fort. Donc l'avenir, comment il est? Non, j'espère que, voilà, certains artistes, peut-être, alors c'est peut-être prématuré de parler de nouveaux Ninho, de nouveaux Gazo, de nouveaux Jul, pourquoi pas. Mais voilà, des artistes qui pourront garder un peu cette âme de vrais rappeurs, de vrais kickers, utilise de l'autotune, utilise d'autres trucs. Il y aura peut-être d'autres procédés qui existeront d'ici là. Mais j'espère, voilà, garder encore, voilà, des rappeurs qui vont apporter leur touche à eux, qui vont apporter un truc propre à eux, qui fera que, oh tiens, ça c'est un tel. Ça c'est un tel. Et on va les reconnaître dès les premières notes, dès les premières paroles. Mais, je sais pas, je suis un peu mitigé. Il y a des artistes qui ont éclos, moi, que j'ai découvert sur ces 2-3 dernières années, comme par exemple Laylo. Moi, j'ai adoré son univers, là, le dernier album qu'il a sorti, qui est littéralement un film. L'album, vous l'écoutez du début à la fin. Vous pouvez pas cut l'album en cours de route, c'est vous l'écoutez jusqu'au bout, parce que en fait, il y a un fil conducteur. Je sais pas si tu l'as écouté, l'album. Non, je l'ai pas écouté, malheureusement. Il a un fil conducteur qui est incroyable, où il a, en gros, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Il a sa conscience, en fait, qui intervient dans l'histoire, mais il y a que lui qui peut avoir une interlocution avec sa conscience. Ouais. Et il y a des sons qui sont très violents, les mélodies sont incroyables, le flow, il est juste dingue. Et ce qui est dommage, voilà, c'est que c'est un artiste, bah voilà, il y a eu une petite polémique, je crois, une histoire de conduite sous l'emprise de drogue, etc. Ouais, mais tu sais, ça fait un peu partie de l'univers quand tu regardes bien, parce que. Ouais, mais j'ai pas écouté son album, mais je connais un peu son univers et ça en fait partie. Donc en soi, est-ce que vraiment c'est choquant? Bah, nous on va vous dire que non. On va vous dire que non. On va dire que c'est entre guillemets une erreur de jeunesse. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça. On va en parler comme ça parce que c'est le bon terme. Que là, voilà, cette année, il va avoir 30-31 ans. Laylo se fait déjà là, remonte déjà. Bah, tu vois, je le voyais plus jeune, tu vois. Ouais, mais il a percé. Enfin, pour nous, on va dire au grand public, il a peut-être percé tard. Ouais, au final. Bah, c'est comme Gazo. Gazo, il a vraiment percé tard aussi. Ça rejoint ta question. Bah, comment évolue le rap? Bah, nous, on le connaît depuis 2-3 ans. Et des gars qui avaient 18, 20, 22 ans, il y a 3-4 ans, vont te dire, ah, mais nous, Laylo, on le connaît depuis déjà 5-6 ans. Ouais, bien sûr. C'est normal. Comme nous, à l'époque, on disait, bah, mais Lafouine, tu connais pas. Nous, on le connaît depuis un moment, Lafouine. Bien sûr. Certains artistes américains, pareil, on était là, en mode, mais nous, on le connaît depuis un bail, le gars. Et vous le découvrez que 3 ans après. Ah, mais en fait, c'est toujours comme ça. Si tu regardes bien, c'est toujours comme ça. Et puis, le problème, je donne ma façon de voir les choses, mais pour moi, le rap plus tard, il me fait peur dans le sens où je me dis qu'il y a des nouvelles sonorités qui vont arriver, certaines vont être bonnes, mais, non, mais oui, mais dans le sens où je me dis, j'espère qu'on n'aura pas des nouveaux Big Flo, c'est tout. J'ai rien contre eux personnellement, mais j'aime pas leur son dans le sens où, bah, du moins, je suis pas le public, mais dans le sens où, voilà, si c'est comme ça, si ça évolue comme ça et puis que tout le monde connaît le rap que par eux, ça va être horrible. Parce que tout le monde va vouloir faire la même chose. Non, mais oui. Mais ça rentrera, bah voilà, dans cette catégorie ce sont des rappeurs, mais ils font pas du rap. Voilà. C'est pas violent. Et pourtant, ils sont forts, hein, quand on voit les freestyles, Planet Rap. C'est ça qui m'énerve. Les 1 contre 1, les 1-1, ils sont très très forts, ils kickent fort aussi. Justement, mais ils kickent super fort, les mecs, ils sont super bien. Et après, je sais, c'est du commercial, c'est pour vendre, etc. Je comprends, parce qu'ils ont l'image des petits enfants, enfin, des gars, des gamins, des gamins carrés sur eux. Mais le problème, c'est que moi, ça emmène autre chose, qui n'est pas forcément bon pour le rap en soi. Pour le vrai rap, enfin, du moins. Non, mais parce que je pense que dans quelques années, ce sont des artistes qu'on ne classera plus dans le rap. On les mettra dans je sais pas, de la pop ou la variété française. Ou variété, c'est peut-être fort un peu quand même. Mais... bah écoute, on a déjà mis Maître Gims dans la variété française. Ouais, non, mais oui, mais après, je pense pas qu'ils aient les capacités vocales d'un Gims ou d'un Soprano pour le coup. Non. Mais peut-être que ça se trouve, ils vont arrêter le rap dans pas longtemps, ils vont produire, ils trouveront, ils sont grands, les gars. Ils sont grands, ils sont bien, ils sont grands.
Tout ça pour dire que le rap, j'espère qu'il va bien évoluer et puis qu'on verra une chose, quoi. Et puis faites-nous part aussi un peu de ce que vous pouvez penser par rapport à tout ça depuis le début du podcast. Envoyez-nous vos idées, envoyez-nous vos avis. Les commentaires sont là pour ça. On est là, les likes, surtout les likes, pas les dislikes. Parce que... Ouais, allez vous faire en fou. Je suis auto-censuré. C'est pas très gentil les dislikes, les gars, d'accord? C'est pas très gentil. Pas très gentil. Soyez gentils avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain podcast qui sortira normalement la semaine prochaine si tout va bien. Et puis, merci d'être présent dans ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut les gars. Salut à tous.